Bonjour tout le monde. J'ai l'immense plaisir, le grand honneur aujourd'hui de recevoir notre cher camarade Romain Mégus. Romain Mégus, un journaliste bien connu, fondateur du site Les Deux Rives, spécialisé dans les informations, l'analyse concernant la vie politique en Amérique latine et essayiste aussi, surtout spécialiste de la Venezuela. Avec 7 heures de décalage entre Genève et le Pérou, nous avons l'honneur et la chance de recevoir Romain Mégus. Je profite de cette occasion pour le remercier pour l'acceptation de l'invitation. Merci infiniment, camarade Mégus, pour l'acceptation de l'invitation. Eh bien, merci à vous, merci pour l'invitation. Tout l'honneur pour nous. Romain, aujourd'hui, le président vénézuélien est accusé de la falsification des résultats des élections présidentielles. Des condamnations au niveau international, appel au boycott, à la non-reconnaissance, appel même à la rupture des relations diplomatiques. Quelle est la situation d'après vous au Venezuela aujourd'hui? Au Venezuela, la situation est très calme, hein. C'est surtout en dehors du Venezuela que ça s'agite, je dirais. Mais au Venezuela, la vie de tous les jours continue. Les Vénézuéliens sont passés par des moments de crispation, de tension sociale, voire d'affrontement au bord de la guerre civile, beaucoup plus dure que la situation actuelle, de contestation de l'élection par toute une frange de l'opposition qui a perdu, qui est arrivée deuxième. Donc, en ce moment-là, la vie continue au Venezuela. Les Vénézuéliens sont passés à autre chose, hein. Alors, il y a évidemment une virulence plus forte dès qu'il s'agit, on va dire, des Vénézuéliens de l'étranger, c'est-à-dire de personnes qui, par conséquence du blocus infâme et criminel, ont été obligées de migrer, et donc du blocus imposé par les États-Unis, leurs alliés, et qui a, à cause des lois extraterritoriales, une répercussion sur les pays du monde. Non, le Venezuela est un pays assiégé, qui ne peut commercer que sous la bonne volonté du département du Trésor des États-Unis. Donc ça, évidemment, ça a eu un impact sur la qualité de vie des Vénézuéliens. Ça a forcé à la migration à peu près 5 millions de personnes, et donc qui ont vécu, comme dans chaque migration massive, une tragédie individuelle et collective. Et donc une grosse partie d'ailleurs de ce qui constituait les rangs de l'opposition il y a plusieurs années a décidé ou a dû migrer, hein, ça dépend. Donc voilà, donc on est dans une situation où aujourd'hui, certains pays, donc évidemment les États-Unis en tête, et puis leurs satellites européens ou latino-américains, parce qu'en Afrique et en Asie, l'impact des élections vénézuéliennes est au niveau de l'intérêt que les citoyens de ces pays leur donnent, c'est-à-dire pas grand-chose, hein. Les gens se centrent plus sur les pays limitrophes ou leur propre nation. Et donc là, on est donc les pays, un groupe de pays ne reconnaît pas la victoire de Nicolas Maduro, demande des preuves qu'il demande d'ailleurs qu'au Venezuela, hein. Je rappelle tout de même que dans le cas du Brésil ou des États-Unis, pour ne citer que deux exemples, ils ont connu des situations analogues. C'est-à-dire que le vainqueur, que ce soit M. Biden ou M. Lula, a eu dans son pays une forte contestation. Les personnes ont porté plainte, en tout cas dans le cas du Brésil, devant la Cour suprême. La Cour suprême a tranché, a dit que le vote était valide. Les partisans du candidat déchu ont essayé de prendre les rues de la capitale et du pays. Ils ont été empêchés par la justice, par la police.
Donc, on a des situations totalement analogues et pourtant personne, mais personne dans le monde n'a demandé à voir les procès-verbaux de l'élection de M. Biden ou de M. Lula. Voilà. Là, j'ai lu. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, Biden, Lula, ce sont des globalistes, ce sont la gauche. Bon, les termes, on peut encore les discuter tous. Alors, prenons aussi un exemple, on va dire, un exemple opposé, on va dire, politiquement. Très récemment, il y a eu des élections au Parlement de Saxe en Allemagne. L'AfD, le parti d'extrême droite, est arrivé en tête avec une minorité de blocage. 2 jours après, on parle d'une erreur dans un logiciel informatique, on retire un député à l'AfD, il n'a plus une minorité de blocage. Est-ce que quelqu'un a demandé à voir les procès-verbaux ou à voir des preuves du software, du logiciel informatique pour pouvoir contrebalancer, avoir un autre point de vue sur cette élection? Évidemment, non. Donc là, on est bien évidemment devant une offensive forte contre le Venezuela, une énième offensive. On verra ça pourquoi plus tard, c'est notamment dans cette interview, mais on est face à une énième offensive contre aussi les institutions d'un pays, un système d'élection et de vote qui a fait ses preuves et qui n'a pas changé depuis des années. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Romain, d'après vous, malgré cette facture lourde au niveau humanitaire, pourquoi les États-Unis continuent à cibler le régime Maduro, le régime héritier du régime Chavez, et pourquoi ils continuent à viser la Venezuela, la population vénézuélienne, malgré que la facture est lourde, la facture au niveau humain, au niveau je m'excuse, économique, social, scientifique, même, on prive même des chercheurs vénézuéliens, etc. Pourquoi la détermination des États-Unis à déstabiliser la Venezuela? Alors, il y a 4 raisons à cela. La première, les États-Unis considèrent, donc depuis la doctrine Monroe, comme le continent américain comme étant leur précaré, et ils ne tolèrent aucune dissidence depuis maintenant 200 ans au sein de leur précaré. Donc, ils sont en guerre contre n'importe quelle tentative, non pas d'établir le socialisme ou le communisme, sinon d'établir un gouvernement autonome, souverain, qui décide du modèle dans lequel il veut vivre. Ça marche évidemment pour Cuba, ça a marché pour le Nicaragua, pour Chavez au Venezuela, mais aussi ça a marché pour, si on revient un peu en arrière, pour Omar Torrijos au Panama et Juan Velasco Alvarado au Pérou, qui étaient des militaires nationalistes, pas communistes, et pourtant qui ont dû subir les assauts de l'impérialisme états-unien dans la région. Voilà, alors ça c'est la première raison. La deuxième raison, qui est un peu liée à cela, c'est le mauvais exemple. Lorsque le Venezuela n'était pas soumis à un embargo, à un blocus criminel, dont le but est d'étouffer et d'affamer la population. Je rappelle que le blocus contre le Venezuela, il y a une étude faite par Jeffrey Sachs, qui n'est pas un communiste ni un chaviste, et qui a montré qu'en une année de blocus, sur l'année 2017-2018, ça s'était soldé par 40 000 morts. Voilà, ça fait 10 ans que le blocus est maintenu contre le Venezuela. Donc, avant que les États-Unis déclarent le blocus, donc on parle de décembre 2014, le Venezuela montrait des chiffres très bons dans la lutte contre l'analphabétisme, contre la faim, pour l'accès aux soins d'une santé publique gratuite, de qualité, pour une éducation primaire, secondaire et universitaire gratuite pour tout le monde, etc. Donc, c'était un mauvais exemple contre l'exemple libéral des États-Unis. C'était un contre-exemple qu'il fallait étouffer dans l'œuf. C'est ce qu'ils ont fait d'une certaine manière avec le blocus. Là, il y a eu une crispation sur le Venezuela. Le troisième exemple, le troisième fait, qui n'est pas des moindres, j'aurais pu même le mettre en premier, c'est que le Venezuela possède les premières réserves de pétrole au monde. Et non content
de disposer des premières réserves de pétrole au monde. Il dispose des 5e réserves de gaz. Le Venezuela a d'énormes réserves d'or, de coltan et de différents minerais. Donc évidemment, cela attire l'appétit de tous les prédateurs et au premier d'entre eux, les transnationales ou les multinationales états-uniennes. Voilà. Et puis la 4e raison, c'est parce que le Venezuela, depuis des années, avec M. Chavez, d'abord, puis M. Maduro ensuite, président Maduro ensuite, le Venezuela a été un des piliers, un des fers de lance de la construction du monde multipolaire qui est en train de naître et qui, certainement, va déplacer ou réduire le champ d'action de l'impérialisme états-unien, de l'unilatéralisme états-unien dans les prochaines années. Alors, ça prendra certes du temps, mais en tout cas, le Venezuela est un des fers de lance dans la région et au niveau mondial de la construction de ce monde multipolaire. Voilà, là, vous avez 4 raisons qui expliquent l'acharnement de l'impérialisme états-unien contre le Venezuela qui ne menace personne, ne menace personne ouvertement. Oui, plusieurs rapports évoquent aussi la mauvaise gouvernance de l'affaire publique, évoquent aussi la corruption du clan Chavez, le non-respect des droits de l'homme, restriction de droits à l'opposition, etc. Quelle est la réalité au niveau de tous ces données? Alors, je vais prendre une par une. Enfin, je vais essayer d'apporter une réponse à toutes vos questions. La première, c'est sur la corruption. Alors, la corruption, elle existait avant Chavez. Et puis, malheureusement, elle existe encore. Elle est beaucoup liée au système économique vénézuélien, non, dont les 97% des devises, jusqu'à récemment, étaient apportées par une seule entreprise qui était publique et qui, d'une manière ou d'une autre, pour y avoir accès, favorisait un certain clientélisme et favorisait aussi certains actes de corruption. Chavez, tout d'abord, mais aussi Nicolas Maduro ont lutté contre la corruption. Dès que Nicolas Maduro prend le pouvoir, il a lancé en 2013, juste 2013-2014, une vague de lutte anticorruption dans laquelle sont tombés principalement des maires et gouverneurs de son propre parti, le PSUV. C'était une corruption endémique au Venezuela. Alors, c'est très difficile de lutter contre une corruption endémique. C'est quoi une corruption endémique? C'est que non seulement on va dire, il y a une corruption en col blanc et puis en col bleu aussi. C'était dans la vie de tous les jours. Et pourtant, il y a eu effectivement de grandes batailles contre la corruption. La dernière a eu lieu il y a quelques mois, puisque a été démantelé au sein de la structure étatique, notamment de l'entreprise publique pétrolière, et en lien avec d'autres structures institutionnelles et étatiques, comme par exemple la superintendance des crypto-monnaies, un réseau de corruption qui était très, très puissant, très, très, très puissant, et qui a été démantelé. Voilà. Et alors, c'est une lutte acharnée. Est-ce qu'il existe encore certains réseaux clientélistes et de corruption au Venezuela? Certainement. Est-ce qu'on en découvrira d'autres dans les prochaines années? Certainement. C'est une tare qui nécessite une reconstruction de l'État. Et l'État vénézuélien est en train de se reconstruire sur un autre mode que l'État libéral traditionnel, qui est l'État participatif et protagonique avec la participation sociale du peuple. Donc, voilà ma réponse sur la corruption. Alors, sur les droits de l'homme, il faut remettre dans le contexte que le Venezuela est un pays en guerre. Et quand je dis en guerre, c'est que dans la volonté de renverser le gouvernement chaviste, pour les raisons que j'ai exposées juste avant, une partie de l'opposition, la plus radicale, n'a pas hésité
a utilisé, alors avec évidemment les États-Unis derrière, a utilisé la pègre, a utilisé les organisations criminelles qui, elles, étaient fortement et lourdement armées, et donc qui a donné lieu à des affrontements avec l'armée, affrontements dans lesquels il y a eu des personnes qui sont tombées de part et d'autre. Et effectivement, vous avez dans cette tentative de déstabilisation permanente, eh ben, l'utilisation de personnes qui, eux, évidemment, ne font pas partie du crime organisé et qui, on va dire, participent à des plans qui, je vais dire, les dépassent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu par exemple, des personnes assassinées dans les manifestations ou quoi que ce soit? Et oui, il y en a eu. Ce n'est un secret pour personne. La plupart des personnes assassinées ont été assassinées par les propres groupes de choc ou la pègre liée à l'opposition vénézuélienne, mais il y a eu aussi des personnes qui ont été assassinées par les forces de l'ordre vénézuéliennes. Figurez-vous, et vous pouvez vérifier, d'ailleurs, j'invite à tout à chacun d'aller vérifier, c'est que les personnes ont été condamnées, que ce soit évidemment les membres de la PEC, ou les assassins liés au groupe de choc de l'opposition, mais aussi les membres de la garde nationale qui avaient tiré contre des manifestants qui, sans être des manifestants pacifiques, n'en étaient pas moins, n'en étaient pas des personnes liées au groupe armé. Voilà. Là où on en est sur ce terrain-là. Alors, je me pose complètement en porte-à-faux. Je vous renvoie sur le site lesdeuxrives.info ou sur mon site YouTube où vous trouverez une vidéo faite sur ce sujet. Je m'oppose totalement au décompte macabre des multinationales des droits de l'homme qui, sans grande preuve, si ce n'est reprendre des ONG financées par les États-Unis au Venezuela, avait avancé le chiffre de 18 000 exécutions extrajudiciaires au Venezuela. Ce chiffre est totalement faux. Je ne vais pas refaire le développement parce qu'il durait 1h30. Je vous renvoie sur ma chaîne YouTube à la vidéo faite sur le sujet. Ma dernière question, Romain Médius, vous êtes parmi les meilleurs spécialistes de l'Amérique latine. D'après vous, quelles seront les perspectives pour l'Amérique latine et pour le Venezuela pour l'avenir? Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit en ce moment une époque de grands bouleversements. On est dans une période où le néolibéralisme qui s'était imposé reçoit de plus en plus de critiques, s'est imposé sur les décennies précédentes, reçoit de plus en plus de critiques, et où l'impérialisme états-unien qui s'était imposé avec la chute de l'URSS et commence à être remis en question, notamment par la naissance d'un monde multipolaire, polycentré, qui devrait voir le jour dans les prochaines années, décennies, je ne sais pas. Et puis, en plus de cela, il y a aussi des changements profonds, notamment sur la forme de capitalisme, notamment avec un capitalisme 2.0, avec le développement de crypto-monnaies qui, je dirais, refondent totalement notre manière de percevoir le monde et de percevoir les communs. Les communs liés au capitalisme industriel et à la production, c'est-à-dire aux syndicats et à la défense des droits des travailleurs, ne vont plus de soi car la société est en train d'être atomisée par ces nouveaux modes de capitalisme 2.0. Et donc, il est urgent, bien évidemment, de trouver des communs pour pouvoir défendre une société qui n'est pas la société de tous contre tous. Voilà. Et dans cette perspective que je viens de décrire, les pays du Sud ont évidemment quelque chose à jouer par rapport à certains pays du Nord, c'est qu'ils ont des richesses dans leur sous-sol. Ces richesses-là peuvent précisément être utilisées pour générer un bien commun et une société harmonieuse. Voilà. Le Venezuela et l'Amérique latine n'échappent pas à la règle. C'est même les premiers, on va dire, à
il donne un peu le là. Pourquoi il donne le là? Parce que le néolibéralisme est né en Amérique latine et on voit l'Amérique latine, je dirais presque, à plus de quelques années d'avance sur les autres pays en matière de développement économique et social. Et de la même façon que nous avons vu il y a quelques années la première vague dans la première décennie du XXIe siècle contre le néolibéralisme, nous voyons en ce moment la réponse très violente de ce système en crise néolibéral, de la montée du monde multipolaire et par ailleurs de la recomposition d'un certain capitalisme. Nous voyons les effets politiques en Amérique latine avec la montée de politiciens libertariens, anarcho-capitalistes, qui veulent absolument détruire les communs, détruire évidemment l'État, qui est l'expression institutionnelle des communs, et construire une société où précisément il n'y aurait plus de loi, de lien entre les personnes, où on échangerait en crypto-monnaie, où donc on n'aurait plus de compte à rendre à personne au niveau de l'impôt, par exemple, pour pouvoir construire des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Et où tout à chacun, évidemment, pourrait… tout deviendrait vendable. C'est-à-dire qu'on monterait peut-être au monde d'un cran. Donc nous avons M. Milei, nous avons M. Bukele. Alors on verra comment il va évolutionner dans les prochains mois, M. Bukele, dans les prochaines années, parce qu'il a fort à faire pour essayer de résoudre désormais la situation économique et sociale de son pays, après avoir résolu ça brillamment, la situation sécuritaire. Et nous avons donc les derniers mohicans d'un système à la dérive, d'un système ultralibéral et aligné sur Washington. Nous les avons en ce moment en Amérique latine. Alors, dans ce cas de figure, évidemment, le Venezuela est un modèle de résistance, toujours, hein, notamment aussi un modèle de construction du monde multipolaire. Et donc, pour l'instant, on voit une lutte assez forte entre ces modèles. Des modèles qui se cherchent encore, de construction de communs et de construction de communs intégrés dans un monde multipolaire par rapport à l'autre modèle de destruction de l'harmonie sociale et de l'alignement systématique sur Washington. Est-ce que d'après vous, les élections présidentielles américaines, ça va changer quelque chose si, par exemple, Harris sera la présidente ou si Trump sera le président? Est-ce que il y aura de la différence, de la chance pour la Venezuela ou la situation va continuer statu quo? Alors, je pense que de toute façon, il y aura un statu quo. Les États-Unis ne retireront pas les sanctions contre le Venezuela, n'arrêteront pas le blocus criminel, puisque ce blocus leur permet de décider qui peut commercer le pétrole vénézuélien. Parce que si vous, par exemple, demain, vous voulez acheter du pétrole au Venezuela, alors vous serez mis, vous, votre bateau, votre compagnie d'assurance qui assure votre bateau, le port où vous êtes amarré et voire même votre armateur serait mis sur la liste des sanctions du département du Trésor. Donc, vos banques vous fermeront vos comptes, vous congéleront vos comptes, etc., etc. Donc, ça sert à ça, ça sert à garder un contrôle. Alors, c'est innommable, hein, c'est pas du tout démocratique, c'est pas du tout pour le libre commerce, etc. Et puis, ça a les conséquences sociales que l'on connaît. Alors, voilà, je pense qu'il y aura ce statu quo. Toutefois, il faut voir, parce que les États-Unis vont rentrer dans une période de turbulence. Déjà, on va voir les résultats aux États-Unis et on va voir qui osera demander les procès-verbaux de l'élection de novembre. Mais les États-Unis, je pense, vont rentrer dans une période de turbulence. Trump sera élu pour la deuxième fois, donc il ne pourra pas être élu, donc il n'aura aucun compte à rendre aux latinos de Miami qui sont évidemment pour une intervention militaire contre le Venezuela. Il n'y aura plus rien, plus aucun compte à rendre. La plupart des faucons
qui a entouré Trump lors de son premier mandat, parce qu'on dit, j'entends ou j'écoute dire oui, mais Trump n'a jamais fait la guerre, contrairement à d'autres pays, etc. Oui, mais enfin, peut-être, mais en Amérique latine, ça a été le pire président depuis peut-être George Bush, et encore, peut-être même plus fort que George Bush. Donc pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'était entouré de faucons, de néoconservateurs de l'administration états-unienne qui sortaient tout droit de la guerre froide. Je pense particulièrement à John Bolton, je pense particulièrement à Elliot Abrams, mais ces gens-là sont partis. Tant Elliot Abrams alors Elliot Abrams travaille avec l'administration démocrate désormais, et puis John Bolton a critiqué ouvertement Trump. Donc, est-ce que Trump rappellera ces faucons pour s'occuper de l'Amérique latine? On ne sait pas. Est-ce que Trump, qui est avant tout un commerçant, dira bon, on garde la main mise sur le pétrole vénézuélien et puis on peut même en racheter pour augmenter nos réserves stratégiques en pétrole, puisque je rappelle que c'est un des objectifs de Donald Trump? Je ne sais pas. Je dois avouer qu'il est encore trop tôt. Il faudra refaire peut-être, si vous voulez, une interview en janvier 2025 avec là un gouvernement et puis un nom sur la présidence ou la personne qui occupera la Maison-Blanche. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le blocus ne sera pas levé. Ça, c'est sûr. Là, je peux vous le dire d'entrée de jeu. Les États-Unis, l'impérialisme états-unien a besoin de ce blocus pour essayer de contrôler d'une manière ou d'une autre la pente et le commerce du pétrole vénézuélien. Le journaliste Romain Mégus est l'essayiste et le fondateur du site d'information Les Deux Rives. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine rencontre. Merci. Merci beaucoup. Merci.